Ma sœur m'a enfermé dans le sous-sol pendant une inondation où les sauveteurs ont vu ce qu'elle essayait de cacher. Bonjour, je m'appelle Elisa Quint. Ils ont dit que c'était un accident, que j'avais paniqué pendant l'inondation, que j'avais peut-être mal compris ce qui s'était passé, mais je me souviens du bruit du verrou qui s'enclenche. Je me souviens de l'eau qui monte. Je me souviens avoir hurlé son nom à travers la grille d'aération pendant qu'elle se tenait à l'étage, silencieuse. Ma sœur ne m'a pas seulement abandonné. Elle a scellé la porte et s'est assurée que personne ne me croirait. Ils m'ont qualifié d'instable, de théâtral, de trop sensible pour qu'on lui confie la vérité. Mais si j'étais si fragile, pourquoi a-t-elle travaillé si dur pour me faire taire? Et qu'avait-elle déjà effacé d'autres avant qu'ils ne m'entendent enfin crier? Le courant avait été coupé quelque temps après minuit. Je ne saurais dire exactement quand. Ce n'était pas comme si j'avais dormi paisiblement. Mon cerveau était à moitié éveillé depuis des heures, ressassant des pensées inutiles et essayant d'ignorer le bourdonnement lourd du diffuseur de lavande que ma sœur insistait pour que je fasse fonctionner chaque nuit. Ça t'aidera à te détendre, avait-elle dit, enfilant la prise dans la prise murale comme si elle me rendait service. Au début, j'ai cru que le goutte-à-goutte que j'entendais venait de l'évier de la cuisine. Puis j'ai réalisé que c'était trop lent, trop délibéré, comme de l'eau se frayant un chemin à travers le bois. La pièce semblait lourde, une humidité s'accrochant au drap. J'ai basculé mes jambes hors du lit et j'ai posé les pieds sur le sol. C'était froid, plus humide que ça n'aurait dû l'être. J'ai attrapé mon téléphone. Pas de réseau, écran mort, bien sûr. Je me suis traîné jusqu'au couloir et j'ai cligné des yeux. Les plaintes suintaient de l'eau, juste un mince filet, mais qui grandissait. La moquette faisait un bruit spongieux sous mes pieds, et la seule lumière dans la maison provenait des éclairs occasionnels qui zébraient le salon. Je pouvais de nouveau entendre la rivière. Ou peut-être que c'était le bayou. Quoi qu'il en soit, le bruit était plus fort qu'il ne l'avait jamais été. J'ai attrapé la lampe de poche dans le tiroir du couloir, celle que Sable gardait approvisionnée en pile comme si elle se préparait toujours à une catastrophe. Elle m'a dit une fois, s'il arrive quelque chose, n'attends pas, va directement au sous-sol. La pompe de puisard nous gardera en sécurité. Les mots résonnaient dans mes oreilles alors que je me dirigeais vers la porte du sous-sol. J'ai soulevé le loquet, je l'ai ouverte lentement. Une odeur lourde et de renfermé m'a frappé. Cette odeur qu'on ne peut pas vraiment nommer. Moisissure, vieille terre, béton humide. L'air semblait avoir un poids. J'ai descendu les escaliers lentement, une marche à la fois. Ma lumière découpait l'obscurité en angles vifs. Le sous-sol avait l'air normal. Pas de panique pour l'instant, juste des murs humides. La pompe était silencieuse. Puis c'est arrivé. Un clic métallique, sec, décisif, derrière moi. Je me suis retourné, instinctivement, remontant 2 marches en courant, mais la porte avait claqué. Ma main a atteint la poignée. J'ai tourné. Rien. J'ai poussé, toujours rien. J'ai tourné de nouveau, plus fort. Elle a tremblé mais n'a pas bougé. Non. Mon cœur est tombé dans mon estomac. J'ai frappé à la porte. Sable? Pas de réponse. Sable. Toujours rien. J'ai martelé plus fort, le poing contre le bois, puis l'épaule contre la porte. Laissez-moi sortir. De l'eau coulait de l'escalier au-dessus, froide et implacable. J'ai pressé mon oreille contre le bois. Rien que la tempête. Et c'est là que je l'ai vu. Le faisceau de la lampe de poche a balayé l'intérieur de la porte. Un scintillement. Un flash. Le bord d'un cadenas. Neuf, propre, percé dans le cadre. J'ai cligné des yeux avec force. La même porte qui s'était toujours ouverte librement, maintenant scellée de l'extérieur. Qui diable l'avait fermée à clé? Non. Qui d'autre l'aurait fermée à clé? Il était neuf. Je connaissais le sous-sol comme ma poche. Ce n'était pas là hier. Ça ne pouvait pas y être. Un autre type de peur s'est répandu dans ma poitrine. Pas la peur de l'eau. Pas encore. Mais la peur de savoir que quelque chose avait changé, et que je n'étais pas censé le savoir. J'ai commencé à trembler. Pas à cause du froid, bien qu'il y en eût beaucoup, mais parce que tout dans mon corps voulait crier, courir, s'échapper, mais il n'y avait nulle part où aller. J'ai de nouveau sorti mon téléphone, toujours mort. Pas de chargeur, pas de batterie de secours. Ce n'était plus autorisé dans la maison. Pas pour moi, du moins.
L'eau sur le sol avait monté. Elle était maintenant à mes tibias. La pompe de puisard restait silencieuse. J'ai vérifié l'interrupteur. Mort. J'ai crié de nouveau. Quelqu'un, s'il vous plaît, je suis enfermé. J'ai atteint la seule fenêtre du sous-sol, trop petite pour passer à travers, juste une fente près du plafond, donnant sur le jardin arrière. La pluie la martelait comme des balles. Ma lampe de poche a vacillé une fois, puis est restée stable. C'est là que j'ai su que je ne pouvais compter que sur moi-même. J'ai traîné une boîte, puis une autre, les empilant jusqu'à ce que je puisse atteindre la grille d'aération au-dessus de la fenêtre. Je me suis levé, les genoux tremblants. J'ai pressé ma bouche contre les fentes métalliques. À l'aide. Je suis ici, s'il vous plaît. Silence, puis des voix, confuses. Dehors, un cri. Du mouvement. J'ai frappé le métal avec la lampe de poche. Ici en bas. Je suis ici en bas. Un faisceau de lumière a traversé le jardin arrière, puis des bruits de pas. Mon corps s'est tendu. Était-ce elle? Sable, ai-je chuchoté. Aucune réponse. Juste une voix basse. Masculine. Vous entendez ça? Mon cœur a cogné contre mes côtes. Je me suis penché plus près de la grille d'aération. Je suis enfermé dans le sous-sol, ai-je crié. À l'aide. La porte est scellée de l'extérieur. Madame, a appelé une voix. Pouvez-vous répéter cela? Je n'ai pas hésité. Ma sœur m'a enfermé dans le sous-sol. Elle veut ma mort. Il y a eu une pause. J'ai entendu une autre voix, plus calme, mais plus proche. Continuez à me parler. D'accord. Tout va bien se passer. Je suis tombé à genoux, en sanglotant. Pour la première fois, quelqu'un m'avait entendu. Pas la version que Sable avait façonnée, pas le récit de l'adolescente troublée. Moi. L'eau touchait le bas des boîtes. L'air sentait le métal. La lumière à l'extérieur a rebondi, a vacillé, puis s'est stabilisée à nouveau. Des bruits de pas ont grimpé sur le côté de la maison. Puis le son d'un talkie-walkie qui grésille. Un homme a crié, on a un visuel. Fenêtre du sous-sol. Blocage partiel. Un autre a répondu, prenez le matériel. Une voix a dit, elle a dit que c'est fermé à clé de l'extérieur. J'ai laissé ma tête reposer contre la grille d'aération. La pluie tombait plus fort, mais mes mots, ma vérité, avaient enfin percé la tempête. J'ai retenu mon souffle, les oreilles tendues. Le grincement de la porte n'était pas venu de l'intérieur, et il n'était pas venu de moi. Il était délibéré, lent, contrôlé, comme si quelqu'un ne voulait pas être entendu mais se fichait que je le sache. C'était pire. Je me suis figé, à peine au-dessus de l'eau, accroupi près de la grille d'aération où j'avais crié pour la dernière fois. Une silhouette est passée devant la fenêtre étroite. Une forme floue, près du sol. Elle avait disparu avant que je ne puisse attraper plus qu'une ombre. Je n'ai pas appelé cette fois. J'avais appris quand faire du bruit et quand le silence était plus sûr. Mes jambes étaient prises de crampes, trempées. L'eau avait maintenant dépassé mes genoux. Chaque mouvement envoyait une ondulation à travers l'inondation trouble autour de moi. Je me suis éloigné de la fenêtre, gardant les yeux fixés sur ce coin de la pièce comme s'il pouvait bouger à nouveau. Quand rien ne s'est produit, je me suis glissé contre le mur et j'ai essayé de respirer sans m'étouffer avec l'air épais et humide. Puis, de nulle part, le passé m'a percuté comme si mon corps ne pouvait plus garder le souvenir enfermé. Ce n'était pas la première fois que j'étais piégé là-dessous. Il y a 6 mois, j'ai essayé de le dire à quelqu'un. Il m'avait fallu des semaines pour rassembler le courage de le dire à voix haute, de dire à un adulte, n'importe quel adulte, que Sable m'avait déjà enfermé une fois dans le sous-sol. Mes mains tremblaient quand je me suis assise en face de Madame Durnay, la conseillère d'orientation de l'école. Elle était gentille, du moins je le pensais. Elle m'a tendu des mouchoirs avant même que j'aie dit un mot. Mais je lui ai dit. Je lui ai dit tout ce que je pouvais articuler entre des respirations courtes et beaucoup trop de honte. Je pense que ma sœur n'est pas sûre pour moi, avais-je murmuré. Madame Durnay avait hoché la tête lentement, les yeux doux derrière ses grandes lunettes rondes. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Elisa? Alors je lui ai raconté le jour où c'est arrivé pour la première fois. C'était un mardi, mon anniversaire. J'avais 12 ans. J'avais oublié de nettoyer la cuisine comme promis, et je savais qu'elle serait en colère,
mais je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre. Sable est entré alors que je mettais la table pour mon propre gâteau. Maman n'était pas à la maison. Papa s'était déjà tiré des années auparavant. Nous n'étions que toutes les deux cet après-midi-là, et je me souviens que sa voix était étrangement douce. « Viens ici », a-t-elle dit, souriant trop fort. Je t'ai laissé quelque chose au sous-sol. Une surprise. J'ai cligné des yeux. Une surprise. Oui, mais tu dois fermer les yeux. C'est la tradition. Je savais que c'était faux. Je le savais. Mais je voulais que ce soit vrai. Je voulais un jour, un anniversaire où elle ne serait pas horrible. Alors, j'y suis allé. J'ai même souri un peu. Elle marchait derrière moi alors que je descendais. Puis la porte a claqué. Fort. Final. J'ai crié. Bien sûr que je l'ai fait. J'ai donné des coups de pied dans la porte, j'ai supplié. Elle n'est pas revenue avant 8 heures. Quand elle l'a fait, elle m'a jeté un sandwich au beurre de cacahuète et a dit, « Tu aurais pu sortir. Tu es juste trop paresseuse pour essayer. » Quand j'en ai parlé à ma mère plus tard, elle n'a même pas levé les yeux de son magazine. Elisa, tu as toujours une imagination débordante. Ne dramatise pas, cette nuit-là, j'ai tout écrit dans mon carnet. Puis, j'ai arraché la page et je l'ai brûlée dans le jardin, parce que je ne voulais pas que quelqu'un la trouve, parce qu'une partie de moi croyait que c'était aussi de ma faute. Après avoir tout raconté à Madame Durnay, elle a de nouveau hoché la tête. Elle a dit qu'elle parlerait à ma sœur. Je lui ai demandé de ne pas le faire, mais elle a insisté en disant que c'était le protocole. Le lendemain matin, Sable s'est présentée à l'école dans son plus beau pull, son maquillage parfaitement étalé pour donner l'impression qu'elle avait pleuré. Elle s'est assise dans le bureau principal en parlant doucement avec le proviseur. Le temps que je sois appelé, elle était déjà en train de peindre le tableau. Elle a des problèmes de comportement à la maison, a dit Sable. Depuis que notre père est parti, elle n'est plus elle-même. J'ai peur qu'elle se fasse du mal ou qu'elle fasse du mal à quelqu'un d'autre. Le visage de la conseillère s'est décomposé. Nous n'en avions aucune idée. Bien sûr qu'il n'en avait aucune idée. Sable était une professionnelle en la matière. À l'heure du déjeuner, j'étais suspendu pour accusation mensongère perturbatrice et comportement inquiétant. J'ai passé le reste de la semaine dans ma chambre. Pas de téléphone, pas d'internet, juste Sable qui frappait à ma porte à des heures étranges pour chuchoter, continue de parler et la prochaine fois, ce ne sera pas 8 heures. Maintenant, avec de l'eau jusqu'aux genoux, je me souvenais de ce moment avec un étrange sentiment de déjà-vu. Et pourtant, cette fois, quelque chose était différent. Je ne me sentais plus petite. Je ne me sentais plus folle. Je me sentais éveillé. L'eau clapotait contre mes cuisses. L'air devenait plus rare, plus humide. Je me suis levé lentement, repoussant les cheveux trempés de mes yeux. Ma lampe de poche était presque morte, il ne restait plus qu'un doux cercle de lumière. Mais je pouvais encore bouger, encore penser. Il n'y avait aucune chance que je meure ici. Pas aujourd'hui. Pas pour elle. J'ai balayé la pièce du regard, faisant mentalement l'inventaire de tout ce que je pouvais utiliser, des étagères, des boîtes, le vieil évier de buanderie dans le coin le plus éloigné. Mon téléphone, inutile dans ma poche arrière, maintenant trempé et un poids mort. Ma voix était cassée à force de crier. Les murs ne renvoyaient pas d'écho. Tout dans ce sous-sol semblait conçu pour étouffer, pour contenir. Je connaissais Sable. Elle pensait à tout. Elle l'avait toujours fait. Mais elle sous-estimait aussi les gens, surtout moi. Je suis monté sur le vieux bureau que nous utilisions pour ranger les babioles de Noël. L'eau atteignait maintenant ses pieds. Je pouvais la sentir s'incliner légèrement sous moi. J'ai appuyé une main sur le tuyau au-dessus de ma tête et je me suis forcé à réfléchir. Que ferais-je si cela ne m'arrivait pas à moi? Et si je lisais l'histoire d'une fille piégée comme ça? Elle ne perdrait pas de temps à supplier. Elle trouverait un moyen de laisser un message, une trace. C'est là que je me suis souvenu des journaux. Ceux que je gardais cachés derrière la chaudière, juste au cas où. Le premier avait disparu. J'étais sûr que Sable l'avait brûlé quand elle l'avait trouvé le printemps dernier, mais le second, celui-là, elle ne l'a jamais vu. Je l'ai enveloppé dans du plastique et je l'ai glissé dans la grille d'aération derrière le vieux radiateur. Je me souviens à quel point j'avais été prudente, faisant un double nœud au sac comme si je n'en aurais jamais besoin. Maintenant, j'en avais plus besoin que d'air. J'ai scruté le mur.
Là, dans le coin le plus éloigné, au-dessus de l'eau montante, le vieux couvercle de la grille d'aération tenait toujours, rouillé, mais fermé. Si je pouvais l'atteindre. Je suis descendu dans l'inondation et j'ai pataugé, me frayant un chemin dans le froid, haletant quand il a atteint mes côtes. Je me suis agrippé au tuyau le long du mur et je me suis tiré vers l'extrémité la plus éloignée, utilisant les étagères et les armoires pour garder l'équilibre. La grille était plus proche maintenant. Je l'ai atteinte, debout sur le bord d'une caisse, mes bras à peine assez longs pour avoir une prise. J'ai tiré une fois, 2 fois. Le métal a grincé, il a cédé. J'ai plongé la main à l'intérieur. Plus profond. Mes doigts ont effleuré du plastique. Oui. J'ai sorti le sac. Il était trempé mais intact. Le journal à l'intérieur, toujours lisible à travers l'emballage. J'ai expiré, le pressant contre ma poitrine. Je n'en avais pas encore fini. J'ai de nouveau regardé vers la grille d'aération du plafond où j'avais crié ma vérité et où quelqu'un, quelque part, m'avait entendu. Même avec le journal pressé contre ma poitrine, l'eau clapotant contre mes côtes et mes jambes tremblant de froid, je ne pouvais pas m'arrêter de trembler. Pas de peur, plus maintenant. C'était autre chose. Quelque chose qui s'apparentait à de la fureur. C'était le genre de rage qui couve sous la survie. Le genre qui rend vos mains stables quand tout autour de vous s'effondre. Je n'ai pas bougé tout de suite. J'ai laissé la tempête respirer. J'ai de nouveau tendu l'oreille pour cette ombre, pour quiconque était passé devant la fenêtre, mais rien n'est venu. L'air est devenu plus lourd, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Le sac dans mes mains semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Peut-être parce que ce n'était pas seulement du plastique et du papier mouillé. C'était une preuve. La vérité écrite de mes propres mots. Le genre de vérité que personne n'avait écouté la première fois, ni la deuxième, ni la 10e. J'ai essuyé l'eau de mon visage, ne sachant plus si c'était de la pluie ou des larmes. Puis je me suis tourné vers le mur derrière moi, cherchant un endroit, n'importe quel endroit assez sûr pour le déposer. Un endroit où il pourrait être trouvé si je ne m'en sortais pas. Je n'étais pas théâtral. Cette pensée ne venait pas de la faiblesse. C'était juste des mathématiques. L'eau continuait de monter. Si le courant était coupé et que la pompe de puisard était morte et que personne n'ouvrait cette porte à temps, alors les mathématiques l'emporteraient. Serrant toujours le journal, je suis de nouveau monté sur le bureau flottant. Les pieds vacillaient sous moi, l'un se pliant déjà légèrement sous la pression. Je me suis tenu à un tuyau pour garder l'équilibre, maintenant le journal bien au-dessus de ma tête. En balayant du regard les coins du plafond du sous-sol, j'ai repéré une étroite grille d'aération au-dessus du boîtier de disjoncteur. À peine assez large pour y fourrer le journal, mais juste assez haut pour que l'eau ne puisse pas l'atteindre. Pas encore. J'ai avancé vers elle lentement, en utilisant mes coudes et un genou pour rester stable. Puis j'ai tendu la main et j'ai coincé le journal à l'intérieur du conduit d'aération. Mes doigts se sont attardés sur le sac une seconde de plus que nécessaire, comme si une partie de moi n'était pas prête à le laisser partir, mais je l'ai fait. Et juste comme ça, ce n'était plus entre mes mains. Je me suis laissé glisser jusqu'au-dessus du bureau, qui s'enfonçait maintenant dangereusement à chaque mouvement. Puis j'ai vu quelque chose dériver près de moi dans l'eau. Une page déchirée, juste une. Elle flottait paresseusement, comme si elle avait attendu. Je me suis penché, l'ai attrapée avant qu'elle ne puisse passer. L'encre avait bavé, mais une phrase restait lisible, si je disparais, ce n'est pas par choix. Mon souffle s'est coupé. C'était de moi. J'avais écrit ça il y a 2 mois, la nuit même où j'ai caché le journal. Je me souvenais l'avoir griffonné après l'une des petites performances de sable devant maman, après qu'elle l'eût convaincu que j'avais une autre crise et que j'avais besoin de plus de structure. Tu as de la chance d'avoir une sœur comme Sable, avait dit maman ce soir-là. Elle fait tout ce qu'elle peut pour te garder stable. Stable, structurée, réduite au silence. J'ai glissé la page flottante dans la ceinture de mon jean trempé. Je ne savais pas si elle survivrait à la nuit, mais je ne pouvais pas non plus la laisser partir. Mes doigts avaient commencé à se rider. Mes dents claquaient, et pourtant mon esprit semblait plus clair qu'il ne l'avait été depuis des semaines, des mois, peut-être. Je n'avais pas prévu cette nuit. Je n'étais pas médium, mais j'avais su que quelque chose se préparait. La façon dont Sable me regardait avait changé. Ses sourires étaient devenus plus crispés, ses mots plus répétés. Elle avait commencé à lancer des phrases comme « Tu penses que les gens vont te croire, Elisa, et « Continue de pousser et tu finiras par te blesser ou pire. »
Elle ne criait jamais, ne frappait jamais. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait exactement comment faire paraître les gens comme moi instables. J'avais passé trop d'heures à rejouer cet anniversaire dans ma tête. Celui où elle m'a enfermé pour la première fois dans le sous-sol. Je pensais que c'était un incident isolé. Un moment de cruauté qu'elle prétendrait plus tard ne jamais avoir eu lieu. Mais la cruauté, avais-je appris, était une habitude, pas une phase. Et maintenant, au cœur de la nuit, avec la pluie battant le toit et le sol sous moi disparaissant régulièrement, tout prenait son sens. Elle avait tout mis en place, pièce par pièce. Le nouveau cadenas, le chargeur manquant, la coupure de courant coïncidente. Même l'odeur de lavande qui me rendait somnolente, quelque chose que je pensais réconfortant, avait maintenant un goût de contrôle. J'ai pensé à la fois où elle m'a demandé avec cette voix trop douce, « Que ferais-tu si tu devais tout recommencer ?» J'ai dit quelque chose de stupide, comme « Je ne sais pas. J'écrirais probablement tout d'abord. » Et elle avait souri comme si c'était exactement ce qu'elle avait espéré que je dise. J'ai de nouveau regardé vers la grille d'aération où le journal reposait maintenant, caché. Je me suis murmuré, non pas pour me réconforter, mais pour me concentrer, ils vont le trouver. Ils le doivent. Dehors, le tonnerre a de nouveau grondé. Un éclair de lumière a illuminé la fenêtre juste assez pour que je voie un mouvement. Un faisceau de lampe de poche. Il a dansé sur la vitre, puis a disparu. Je me suis redressé, le cœur battant à nouveau. Des voix, réelles cette fois. Le sous-sol est à l'arrière. Ils ont dit que la porte est scellée. Je voulais crier, mais j'avais déjà trop utilisé ma voix. Alors, à la place, j'ai pressé mes mains contre le mur comme si ma peau pouvait porter le message. Je suis ici. Une minute a passé, puis une autre. L'eau a atteint ma poitrine. J'ai entendu des bruits de pas sourds au-dessus de moi, rapides et lourds. Puis un coup. Et un autre. Du métal contre du bois. Un pied de biche. Peut-être. Mon corps tremblait de froid maintenant. Je n'ai pas essayé de l'arrêter. Puis le silence. De nouveau des bruits de pas. Plus proches. La poignée de la porte a tremblé. Elisa, a appelé une voix. Êtes-vous là? J'ai cligné des yeux avec force, trop effrayé pour répondre. Non pas parce que je ne faisais pas confiance à la voix, mais parce que je ne pouvais pas croire que c'était réel. Elisa, on vous a répété la voix. On ouvre la porte. Tenez bon. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi. Mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'est un murmure, le journal. Il est dans la grille d'aération. Ne la laissez pas mentir à nouveau. La porte s'est fissurée. Et puis la lumière la plus brillante que j'ai vue depuis des heures a inondé la pièce. Je suis resté le dos appuyé contre le mur de parpaing, l'eau clapotant juste sous mes épaules. Même si les faisceaux de lampe de poche avaient disparu de ma vue, je savais que quelqu'un avait été là. Le bruit de bottes raclant le gravier, la façon dont la fenêtre avait brillé pendant un battement de cœur. Ce n'était pas dans ma tête. Quelqu'un était proche. Je suis resté immobile, à l'écoute. La grille d'aération au-dessus de l'escalier a de nouveau grincé. Puis faiblement, le bruit sourd de portières de voiture, des cris, pas de colère, mais urgents. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais ce n'étaient pas les siens. C'était suffisant pour me garder en alerte. Et puis une voix, rauque, plus âgée, familière. Elle ne sait pas nager. J'ai appris à Sable, pas à elle. N'écoutez pas leurs bêtises. Si cette fille est toujours dans la maison, elle ne va pas bien. Monsieur Derry. Ma gorge s'est nouée. De tous les voisins, c'était celui dont Sable m'avait averti de me tenir à l'écart. Il était trop curieux, disait-elle. Trop théâtral. Il inventait des histoires, prétendait avoir vu des choses que personne d'autre ne voyait. Mais il me voyait. Me voyait vraiment. Pas la version que ma sœur avait créée pour les professeurs, les dames de l'église ou le club de lecture de maman. Il m'apportait de vieux livres de jardinage quand j'étais enfant. Me montrait des photos de plantes indigènes. Tu pousses là où on te le permet, disait-il, et là où on ne te le permet pas. Parfois, tu traverses simplement le béton. J'ai presque souri en y pensant jusqu'à ce qu'une autre voix fende l'air comme une lame. Dites-moi où est ma nièce. Une femme a crié, trempée, essoufflée. Le genre de voix qu'on n'ignore pas. Pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle pense chaque mot qu'elle dit.
Mon cœur a sauté un battement. Tante Lenore. Cette voix m'avait autrefois lu des histoires pour m'endormir. La seule qui ait jamais demandé comment je me sentais sans que cela sonne comme une accusation. Elle a disparu il y a 2 ans. Pas littéralement, mais Sable avait cessé de la laisser entrer. Elle disait que Lenore me rendait instable. Qu'elle empoisonnait la maison avec son énergie. Ma mère avait été d'accord. Nous n'avons pas besoin de ces drames, avait-elle chuchoté un soir, en se servant du vin au comptoir de la cuisine. Elle a de bonnes intentions, mais elle apporte des ennuis. Lenore apportait la vérité. C'est ce qu'il ne pouvait pas supporter. Dehors, sa voix est revenue, vive et directe. Vous avez des équipes qui sortent des ordures du ruisseau, mais personne n'a vérifié ce fichu sous-sol. L'atmosphère a changé. Quelque chose se passait. J'ai poussé sur le mur et j'ai pataugé vers l'escalier, traînant mes jambes engourdies à travers le poids de l'inondation. C'était plus difficile de bouger maintenant. Les meubles flottaient dans de nouvelles positions. Des débris s'accrochaient à mes vêtements. Au-dessus de moi, des pas ont martelé le sol, puis se sont arrêtés. Plus de voix, plus proche. Elle a raison. Cette porte n'est pas coincée. Elle est fermée à clé de l'extérieur. Un autre homme, plus jeune, frénétique. Par ici, il y a une grille d'aération. Quelqu'un a essayé de crier à travers. Et puis j'ai entendu le cliquetis d'outils, le raclement du métal sur le bois. Un souffle s'est bloqué dans ma gorge. Ce son. De l'aide réelle. Pas un autre mensonge, pas un autre piège déguisé en sauvetage, pas une autre voix de sœur faisant semblant de pleurer. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. Je me suis tiré de nouveau vers le bureau, je suis monté là où j'avais caché le journal. Mes doigts ont tracé le bord de la grille, maintenant légèrement déformé par l'humidité. Je lui ai murmuré, non pas parce que je pensais qu'elle pouvait entendre, mais parce que j'avais besoin de le dire à voix haute, trouvez ça. S'il vous plaît, que quelqu'un le croie. Les coups sourds au-dessus sont devenus plus forts. Des grognements, un effort laborieux, puis une fissure. La porte a commencé à se fendre. J'ai entendu quelqu'un jurer à voix basse. Le genre de frustration honnête qui ne vient que lorsque quelque chose a vraiment besoin d'être cassé. Elisa, a appelé une voix. Masculine, inconnue, mais posée. Si vous m'entendez, éloignez-vous de la porte. On vous sort de là. Je me suis reculé vers le coin, les mains tremblant toujours. Je ne faisais pas assez confiance à ma voix pour répondre, alors j'ai tapé 2 fois sur le tuyau. Fort, régulier, puis le silence. Un dernier coup violent, et la porte s'est fissurée et s'est ouverte. Une explosion de lumière a inondé le sous-sol, me faisant grimacer. Mes yeux me piquaient. Un pompier est entré, de l'eau jusqu'aux cuisses. Son expression était un mélange d'incrédulité et d'urgence. Je l'ai, a-t-il crié. Elle est là. Je n'ai pas bougé. Pas avant qu'un autre homme ne le suive, portant un imperméable bleu marine, et ne dise, c'était fermé à clé de l'extérieur, comme elle l'a dit. Comme je l'ai dit. Ils m'ont soulevé doucement, les voix calmes. Pas de fausse sympathie, juste de l'action. Quelqu'un a jeté une couverture sur mes épaules. Mes oreilles bourdonnaient. J'ai attrapé des bribes, elle était piégée. Ne correspond pas à la déclaration de la famille. Journal dans la grille d'aération. J'ai essayé de hocher la tête. L'un d'eux devait déjà l'avoir trouvé. Ou peut-être qu'il le trouverait. Ils m'ont porté sur la pelouse. La tempête s'était calmée, mais l'air était épais d'un chaos résiduel, des tuyaux, des crépitements de radio, des lumières clignotantes. J'ai cligné des yeux contre le vent et là, elle était là, Sable, debout sur le porche dans mon sweat à capuche, les bras croisés comme si elle revenait juste d'un jogging. Son expression était une sollicitude parfaite, mais ses yeux, ils disaient la vérité. Il l'avait toujours fait. Je n'avais simplement pas été assez forte pour le dire à voix haute auparavant. Derrière elle, maman planait comme un fantôme, marmonnant quelque chose à un intervenant, expliquant probablement comment sa fille fragile s'était retrouvée coincée, comment j'avais des crises. Mais quelque chose a changé, parce que les gens regardaient maintenant, pas seulement en jetant un coup d'œil, mais en regardant vraiment. L'un des policiers a montré la serrure. Installation fraîche de l'extérieur. Les vis sont encore de la poussière d'argent. Les yeux de Sable se sont tournés vers elle, puis sont revenus vers moi. Elle a ouvert la bouche,
probablement pour inventer une autre version de l'histoire. Et c'est là que le Nord s'est interposé entre nous. Pas cette fois, a-t-elle dit. Calme, clair, résolu. Tu as assez parlé. Sable a tressailli, à peine. Les secouristes m'ont guidé vers l'ambulance. Pendant qu'ils prenaient mes constantes, j'ai vu un autre pompier tenant le journal. Il le tenait comme si c'était important, comme si cela signifiait quelque chose. Et pour une fois, c'était le cas. Ce n'était pas fini. Pas encore. Mais pour la première fois depuis très longtemps, je n'étais pas seul. Au moment où la lumière du soleil a traversé la fenêtre de la chambre d'hôpital, j'étais déjà réveillé. Non pas parce que j'avais eu un sommeil réparateur. Mon corps était trop endolori, trop raide, trop plein d'images qui ne me laissaient pas me reposer, mais parce que mon esprit était passé à une autre vitesse. Le mode survie était terminé. Le vrai travail ne faisait que commencer. Une infirmière que je ne reconnaissais pas, petite, des yeux gentils, une voix douce est entrée vers 7h15. Elle a ajusté la perfusion et vérifié le moniteur. « Vous avez de la chance, ma chérie », a-t-elle dit doucement. De l'eau aussi froide, aussi longtemps, aurait pu faire beaucoup plus de dégâts. J'ai hoché la tête, regardant toujours le plafond. Chanceuse n'était pas le mot que j'utiliserais, mais je n'allais pas gaspiller d'énergie à corriger les gens aujourd'hui. Pendant qu'elle se déplaçait dans la pièce, j'ai entendu des murmures dans le couloir. Quelque chose à propos de la police. Quelque chose à propos de la mère qui ne coopérait pas. Mon estomac s'est noué. Je n'avais pas encore vu maman. Pas une seule fois. Non pas que je m'attendais à ce qu'elle se précipite. L'infirmière est partie avec une tape sur mon épaule. J'ai légèrement tourné la tête, apercevant la chaise près de la porte et l'homme qui y était assis à me regarder. Pas un médecin, pas de la famille, quelque chose de plus froid, de plus alerte. « Inspecteur Garcia », a-t-il dit après une pause. « Vous êtes en sécurité. Nous ne sommes pas ici pour vous interroger, mais j'ai quelques questions. Quand vous serez prête ?» J'ai apprécié le ton. Pas de paternalisme, pas de fausse chaleur. Il m'a tendu un petit carnet et a dit, « Chaque fois que vous aurez envie d'écrire quelque chose, des détails, des choses dont vous vous souvenez, c'est pour vous. Vous n'avez pas à parler si vous n'êtes pas prête. » Je l'ai pris, plus reconnaissante du silence qui a suivi que de toute autre chose. La porte s'est de nouveau ouverte. Je me suis tourné vers elle instinctivement et je me suis figé. Sable, les cheveux attachés en arrière. Pas de maquillage, un sweatshirt une taille trop grande. Elle avait l'air douce, inoffensive. Elle ressemblait à la grande sœur de quelqu'un qui venait d'apprendre que son cadet avait eu un accident. Elle a laissé échapper une respiration courte et tremblante, qui semblait parfaitement répétée. « Elisa » a-t-elle murmuré, la voix cassée. « Oh mon Dieu, j'ai été si inquiète. » L'inspecteur Garcia s'est redressé, a reculé d'un demi-pied pour lui faire de la place, mais n'est pas parti. Il a regardé. Étudié. Je n'ai rien dit. Elle s'est approchée, jetant un coup d'œil vers le poste des infirmières avant de se pencher. « Je ne savais pas », a-t-elle dit doucement, les yeux humides. « Ils m'ont dit que tu étais descendu pour vérifier le disjoncteur. »« Et je ne l'ai pas fait », ai-je dit, la coupant. Ma voix m'a surprise. Claire, stable, assez forte pour faire taire le reste de la pièce. L'inspecteur Garcia a légèrement bougé, juste assez pour me faire savoir qu'il écoutait. « Je n'ai jamais touché au disjoncteur », ai-je ajouté. J'étais endormi. Je me suis réveillé avec de l'eau dans ma chambre. Puis je suis descendu et la porte s'est verrouillée derrière moi. Sable a cligné lentement des yeux. « Tu penses que j'ai fait ça » a-t-elle murmuré. « Je sais que tu l'as fait » ai-je dit. Elle n'a pas tressailli. Elle m'a juste regardé comme si je venais de la gifler. « Elisa » a-t-elle répété, plus doucement, en me cajolant. « Tu es confuse. Ce n'est pas grave. Tu as été soumise à beaucoup de stress. » Garcia est alors intervenu. « Mademoiselle Dorian, je vais devoir vous demander de sortir un instant. » Elle a instantanément fondu en larmes. « S'il vous plaît, c'est ma sœur. » Il n'a pas scié. « Et vous n'êtes pas encore en état d'arrestation, mais vous n'êtes pas son médecin et vous n'êtes pas son avocate. Donc, à moins qu'elle ne vous demande, vous sortez. » C'est là qu'elle a finalement abandonné son rôle un tout petit peu. Sa mâchoire s'est crispée. Elle s'est retournée et est sortie, la tête basse,
la main agrippant son téléphone comme s'il pouvait lui offrir une issue. La porte s'est refermée derrière elle. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Garcia m'a jeté un regard. Plat, illisible. Elle est douée, a-t-il dit. Elle est entraînée, ai-je corrigé. Il a hoché la tête une fois. Nous reviendrons. J'étais de nouveau seul. Pendant un moment, c'était calme, à l'exception du bip occasionnel du moniteur, mais pas pour longtemps. Des voix se sont de nouveau élevées à l'extérieur de ma chambre. J'en ai reconnu une, aiguë, stridente, se brisant sous la pression. Ma mère. Elle a dit que c'était juste pour lui donner une leçon, a dit maman à quelqu'un. C'est tout. Elle n'a pas dit qu'elle l'avait enfermée. Elle a dit qu'Elisa avait juste eu peur et avait réagi de manière excessive. J'ai fermé les yeux. Elle a toujours été émotive, a-t-elle continué. Vous savez comment sont les adolescents, ils imaginent des choses. Madame Quin. La voix de Garcia a coupé son bavardage comme un rasoir. Il y avait une serrure à l'extérieur de la porte du sous-sol installée récemment sans mécanisme intérieur. Cela n'arrive pas par accident. Il y a eu une pause. Puis plus doucement, j'ai entendu ma mère soupirer. Je ne pensais pas qu'elle voulait faire du mal. Je pensais qu'elle essayait juste de garder Elisa en sécurité. Vous ne comprenez pas la pression que Sable a subie. Elle a failli se noyer. Cela a fait taire le couloir. J'ai roulé sur le côté, tirant la couverture plus près. 10 minutes plus tard, la porte s'est de nouveau ouverte. Pas Sable, pas maman. Garcia de nouveau, tenant cette fois quelque chose dans sa main. Un ordinateur portable. Nous avons obtenu un mandat, a-t-il dit simplement. C'était dans la chambre de votre sœur. Il s'est assis à côté du lit et a ouvert l'écran. Nous avons trouvé un dossier intitulé « Assurance ». À l'intérieur se trouvaient des fichiers PDF, de faux rapports de thérapeutes, des évaluations de santé mentale, une fausse lettre d'une clinique qui n'existe pas. Tous vous dépeignent comme instable, dépressive, émotionnellement manipulatrice. L'un d'eux suggérait même que vous aviez fait des menaces de suicide. Je n'ai pas répondu. Ils sont datés de plusieurs semaines avant l'inondation, a-t-il ajouté. Et elle n'a jamais montré cela à aucune école, médecin ou tribunal. C'était juste là, caché pour servir de moyen de pression. Pourtant, je n'ai rien dit. Il y a aussi des courriels, a-t-il continué en faisant défiler, à une amie nommée Dana, parlant de la façon dont elle doit contrôler le récit avant que vous ne ruiniez tout. Elle a mentionné la police d'assurance dans l'un d'eux. Il n'a pas dit le montant. Je n'ai pas demandé. Au lieu de cela, j'ai regardé l'écran, la boîte de réception ouverte avec des objets comme « la contrôler » et « elle ne va pas gagner ». Elle l'a planifié, ai-je dit finalement. Garcia n'a pas hoché la tête, n'a ni approuvé ni désapprouvé. Je veux qu'elle parte, ai-je ajouté. Pas seulement de ma chambre, de ma vie. Il a fermé l'ordinateur portable, s'est levé. Nous y travaillons. En atteignant la porte, il a fait une pause. Vous n'êtes pas folle, Elisa. Je sais que les gens vous l'ont probablement dit 1000 fois, mais ils avaient tort. Je n'ai pas dit merci, mais quelque chose dans ma poitrine s'est un peu desserré. Il est parti, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu l'impression de devoir prouver que je n'étais pas le problème. Il pensait que j'étais brisé, une fille instable et émotive qui finirait par se réfugier dans le silence. Mais ce qu'il n'avait pas vu venir, c'est qu'une fois que vous arrêtez d'essayer de convaincre les gens que vous n'êtes pas le problème, vous libérez beaucoup d'énergie pour vous battre réellement. J'ai été libéré plus tard ce matin-là, seulement après 3 évaluations distinctes et une persuasion intense de l'inspecteur Garcia. L'hôpital a insisté pour me renvoyer à la maison avec le numéro d'un spécialiste des traumatismes, une pile de ressources imprimées que je savais que je ne lirais jamais, et un sac en papier avec mon jean déchiré et mon sweat à capuche. Je me suis changé en silence, respirant profondément, bougeant lentement, mes muscles me faisaient encore mal, mais mon esprit était plus vif que jamais. Au moment où nous sommes arrivés dans l'allée de la maison Quin, 2 voitures de patrouille étaient déjà garées devant. Leur présence ne m'a pas ébranlé. Ce qui m'a brièvement secoué, c'est de voir mon petit frère, Noah, assis sur les marches du Porsche, les genoux ramenés contre sa poitrine, les yeux passant des policiers à ses propres lacets. Il avait l'air petit, plus petit que dans mon souvenir, mais pas parce qu'il avait rétréci. Je pense que j'ai juste commencé à voir clairement. L'inspecteur Garcia a ouvert sa portière et m'a fait un signe de tête discret. C'est votre tour maintenant,
a-t-il dit. Dites ce que vous avez à dire. Nous nous occupons du reste. Je suis sorti lentement, l'humidité me frappant comme un mur. L'air de la Louisiane a toujours eu un poids, mais aujourd'hui, il semblait plus lourd que l'inondation elle-même. Alors que je me dirigeais vers le porche, Noah m'a aperçu et s'est levé si vite qu'il a failli trébucher. « Elisa » a-t-il murmuré. Je me suis arrêté à quelques mètres de lui. Pendant une seconde, aucun de nous n'a bougé. Puis il l'a lâché d'un coup. Je l'ai vu faire. Cette nuit-là. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il a dégluti difficilement, les yeux se tournant vers la porte d'entrée. J'ai vu Sable aller au sous-sol. J'étais dans le couloir. Elle avait le tournevis et cette stupide nouvelle serrure qu'elle disait être pour la cabane. Mais il s'est arrêté, la voix se brisant. Elle m'a dit que si je disais quoi que ce soit, elle dirait à maman que c'était moi qui avais cassé son ordinateur portable, a-t-il continué, à peine plus fort qu'un murmure. Elle a dit que personne ne me croirait de toute façon. Il a levé les yeux vers moi avec une culpabilité si crue qu'elle m'a presque coupé le souffle. Je suis désolé. Pendant un moment, j'ai voulu l'entourer de mes bras, lui dire que ce n'était pas de sa faute. Mais au lieu de cela, j'ai pris une lente respiration et j'ai dit la seule chose qu'il avait besoin d'entendre. Tu viens de faire ce qu'il fallait. Derrière nous, l'un des policiers a hoché la tête et s'est dirigé vers la maison. L'autre est resté en arrière, observant. Noah s'est de nouveau assis, serrant ses genoux plus fort. Je l'ai laissé tranquille. À l'intérieur, tout semblait trop propre, trop mis en scène. L'œuvre de Sable. Des bougies étaient encore sur le comptoir de la cuisine, intactes. Le sol avait été lavé, les fenêtres ouvertes pour laisser sortir l'odeur d'eau de javel. Personne ne nettoie comme ça à moins d'avoir quelque chose à effacer. Maman était dans le salon, les bras croisés, portant cette expression qu'elle réservait aux choses qu'elle ne voulait pas gérer. Je ne lui ai pas parlé. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai suivi Garcia dans le couloir vers la chambre de Sable, où deux policiers étaient déjà en train de fouiller dans les tiroirs et de soulever des lattes de plancher lâches. L'un d'eux a brandi quelque chose. Une enveloppe de couleur crème, soigneusement scellée. « C'est à vous » a-t-il demandé. J'ai hoché la tête avant même de la lire. L'écriture était la mienne. Mon nom, l'adresse de mon ancienne école. Il me l'a tendu. J'ai regardé le timbre, non oblitéré, sans date de bureau de poste. Je l'ai ouverte avec des doigts tremblants. C'était la demande de transfert. Il y a 2 mois, je l'avais remplie après un dîner particulièrement cruel. Sable m'avait traité de fardeau, m'avait dit que je ruinais la santé de maman, que peut-être il était temps que je trouve un endroit mieux adapté pour les gens comme toi. J'avais écrit la lettre ce soir-là, demandé à déménager chez tante Lenore, l'avais tapé sur le vieil ordinateur, imprimé, scellé, et laissé sur la table de la cuisine pour maman. Elle n'en avait jamais parlé. Et maintenant, la voilà, non ouverte, cachée dans le tiroir de Sable. Elle l'a arrêtée avant même que je puisse partir, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour quiconque. Garcia m'a jeté un coup d'œil. Pas de pitié, juste de la compréhension. Je me suis retourné et suis retourné dans le salon. Maman était toujours là. Elle n'a pas demandé où j'étais allé. N'a pas demandé ce que j'avais trouvé. Je me suis placé devant elle et j'ai brandi l'enveloppe. Le savais-tu, ai-je demandé. Ses lèvres se sont serrées en une ligne. As-tu vu ça, ai-je dit, plus fort. Toujours pas de réponse. J'ai baissé la main. Tu l'as vu. Elle ne m'a pas regardé, elle a juste regardé au-delà de moi comme si j'étais le problème de quelqu'un d'autre. J'ai expiré. Alors tu n'as plus le droit de raconter mon histoire. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'en avais pas besoin. De retour dans la salle à manger, Garcia m'a fait signe de m'asseoir à la table. Un petit enregistreur était déjà posé sur le bois. Il a tiré une chaise et a placé un bloc-notes à côté. Quand vous serez prête, a-t-il dit. Je me suis assise. J'ai ajusté la chaise, pris une profonde inspiration, puis j'ai parlé. J'étais endormi quand la tempête a commencé, ai-je commencé, la voix égale. Le courant avait été coupé, mais je n'y ai pas beaucoup pensé. Quand je me suis réveillé, l'eau passait déjà à travers la moquette. J'ai attrapé une lampe de poche et je suis descendu pour vérifier la pompe de puisard. Je n'ai pas fait de pause. Elle attendait, pas physiquement, mais la serrure. Elle l'avait installée la veille.
Je n'ai pas remarqué. Je ne savais pas, ma voix n'a pas tremblé. Pas une seule fois. Elle savait que j'irais là-bas. Elle s'est assurée que je ne pourrais pas remonter. Garcia a griffonné une note, puis a levé les yeux. Vous croyez qu'elle voulait que vous mouriez? Je n'ai pas scié. Elle voulait que je disparaisse. Et si mourir rendait cela plus facile, je pense qu'elle était d'accord avec ça. Il a hoché la tête une fois, puis a fait un geste vers le bloc-notes. Autre chose? J'ai fouillé dans mon sac à dos et lui ai tendu un morceau de papier plié. Une copie de la page du journal, celle qui disait « Si je disparais, ce n'est pas par choix ». Elle voulait s'assurer que je n'avais aucune issue, ai-je dit. Mais j'en ai trouvé une. Il a regardé la page, et cette fois, il a hoché la tête. Nous sommes restés en silence pendant quelques secondes avant qu'il n'éteigne l'enregistreur. Plus de murmures, Elisa. J'ai hoché la tête. Plus jamais. La voix du policier a résonné dans ma tête longtemps après qu'il a quitté la pièce. Elle a essayé d'effacer votre voix, mais a oublié que les preuves résonnent plus fort que les mensonges. Je l'avais rejoué encore et encore dans mon esprit alors que j'étais assise à l'arrière de la voiture de police cet après-midi-là, garée devant l'entrée latérale du commissariat, attendant qu'il prépare la salle des scellés. La climatisation dans le véhicule de patrouille soufflait trop froid, et pourtant je ne leur ai pas demandé de la baisser. J'accueillais ce froid. Il m'aidait à rester présente, ancrée. Au moment où le soleil a plongé derrière le clocher du palais de justice de l'autre côté de la rue, nous marchions déjà dans le couloir latéral étroit, les néons bourdonnant au-dessus de nos têtes. L'inspecteur Garcia marchait juste un pas devant moi. Il ne disait pas grand-chose. Il n'en avait pas besoin. Mes mains étaient stables, ma colonne vertébrale droite. Ce n'était pas comme avant. Quand j'ai dit à la conseillère d'orientation de l'école que Sable m'avait enfermé dans le sous-sol des années auparavant, et qu'ils avaient répondu en la convoquant pour un « entretien ». Quand ma mère murmurait, elle a toujours été théâtrale, comme si je n'étais même pas dans la pièce. Cette fois, nous avions quelque chose qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Cette fois, la pièce écouterait. À l'intérieur de la salle de visionnage des preuves, 3 policiers se tenaient déjà là, l'un d'eux tenant une clé USB de la taille d'un doigt. Il vient d'entrer, a dit le policier en hochant la tête vers Garcia. N'a pas dit grand-chose, l'a juste remise et a dit « Vous voudrez voir ça ». Qui a demandé Garcia. Un voisin, a répondu le policier. Un homme plus âgé, cheveux blancs. A dit que ses caméras avaient capté un comportement étrange autour de la maison Quin, surtout la nuit. Mon souffle s'est coupé. Monsieur Derry, bien sûr. Sable s'était toujours plainte qu'il était curieux, qu'il était sur le point de perdre la tête. Mais ce qu'elle voulait vraiment dire, c'est qu'il remarquait trop de choses. Le policier a inséré la clé USB dans l'ordinateur portable, et le premier fichier s'est ouvert. La pièce est tombée dans le silence. Les images ont commencé 2 semaines avant l'inondation. Des clips de minuit, horodatés et étiquetés. Une vidéo granuleuse, oui, mais avec suffisamment de détails pour le sentir dans ses os. Elle était là, Sable, portant son sweat à capuche gris préféré, celui avec l'écusson de l'université qu'elle n'a jamais obtenu, debout dans notre jardin. Les lumières à détecteur de mouvement se sont allumées, elle n'a pas tressailli. Dans un clip, elle a tiré agressivement les stores du salon après avoir jeté un coup d'œil dehors, les yeux scrutants. Dans un autre, elle se tenait sur le porche arrière, les bras croisés, regardant la fenêtre qui donnait sur ma chambre. Elle est restée là pendant près de 3 minutes complètes avant de se retourner et de disparaître à l'intérieur. Elle patrouille, a marmonné un policier. Elle ne vérifie pas s'il y a des intrus. Elle vérifie s'il y a des témoins. Une autre vidéo l'a montrée au milieu de la nuit, se faufilant dans le jardin avec un tournevis à la main. Son visage était calme, précis. Elle a ouvert la porte du sous-sol, a descendu les marches, puis est revenue et l'a fermée, l'a verrouillée, l'a vérifiée 2 fois. Sans se presser, sans crainte d'être vue. Elle ne ressemble pas à quelqu'un qui fait face à une crise de santé mentale, a dit sèchement le policier à côté de moi. Elle ressemble à quelqu'un qui exécute un plan. Garcia a hoché la tête, puis a cliqué sur le dernier fichier, celui intitulé « Nuit de l'inondation 2h12 ». Et là, je l'ai vu. Sable debout près de la cabane dans ses bottes, les cheveux attachés en une tresse basse. La pluie tombait autour d'elle. Elle ne portait pas d'imperméable. Elle n'avait même pas l'air mouillé. Elle a traversé le jardin avec des pas calmes et mesurés. Le vent a soufflé sa tresse sur le côté.
Elle n'a pas regardé la maison. Elle est allée directement à la porte du sous-sol, l'a ouverte, l'a maintenue ouverte. L'image a légèrement tremblé. Monsieur Derry a dû bousculer la caméra, mais c'était clair. Assez clair pour voir ses lèvres bouger alors qu'elle disait quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Elle a regardé autour d'elle une fois, puis a fermé la porte, a sorti quelque chose de sa poche, un cadenas. Elle l'a glissé en place, l'a enclenché, a tourné le dos et s'est éloignée sans un regard en arrière. L'audio a capté une chose, faible, mais indubitable. Ma voix, un cri, coupé au moment où la porte s'est fermée. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre quelqu'un respirer à 1 mètre de distance. Puis, doucement, l'un des plus jeunes policiers a dit, ce n'était pas de la négligence. Garcia n'a pas scié. C'était intentionnel. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai fixé l'écran jusqu'à ce que l'image se grave derrière mes yeux. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle avait planifié chaque partie, et elle l'avait fait avec un calme qui terrifierait la plupart des gens. Mais pas moi, parce que je l'avais vécu. Je me suis tourné vers Garcia. Et maintenant? On l'a fait venir, a-t-il dit. Ça passe de mise en danger d'autrui à préméditation. Une pause. Puis il a ajouté, elle va tout perdre. J'ai secoué la tête. Elle m'a déjà perdu. Ils l'ont amenée au poste plus tard dans la soirée, pas encore avec des menottes, mais avec un niveau de tension qui a changé la température de la pièce dès son entrée. Sable portait toujours ce même sweat à capuche gris. Son visage paraissait pâle sous les néons, comme si, peut-être, juste peut-être, elle savait que le masque était en train de tomber. Quand elle m'a aperçue assise de l'autre côté de la pièce, elle a hésité. Pendant une demi-seconde, sa bouche s'est entr'ouverte comme si elle allait pleurer ou plaider ou inventer un autre beau mensonge. Mais elle n'a pas parlé, et moi non plus. Garcia s'est avancé et lui a demandé de s'asseoir. Nous avons des enregistrements vidéo, a-t-il dit simplement. Elle a cligné des yeux. Des enregistrements de quoi? De vous en train de verrouiller la porte du sous-sol. Ses yeux se sont tournés vers moi, puis sont revenus vers lui. Je n'ai jamais, il a levé une main. Vous n'avez rien à dire. En fait, je vous suggérerais de ne rien dire. Pour une fois, elle a écouté. J'ai regardé son visage alors que la vérité s'imposait. Pas d'un seul coup. Pas comme une gifle, plus comme un lent naufrage, comme une inondation à l'envers, entraînant tout vers le bas. Ses épaules se sont affaissées, sa bouche s'est fermée. Pas de larmes, pas de performance, juste la compréhension silencieuse que c'était fini. Elle a essayé d'effacer ma voix, mais les caméras se sont souvenues de tout. L'écho de la vidéo hantait la pièce même après que l'écran s'est éteint. Personne ne parlait. Ni Garcia, ni l'équipe technique, ni même le greffier qui tapait sur son clavier jusqu'à la fin de cet dernier enregistrement. Le visage de Sable, froid, calculateur, persistait dans l'esprit de chacun comme une ombre qui refusait de partir. Le clic du cadenas, le tour délibéré de son dos, l'absence d'hésitation. Quand ils m'ont finalement escorté hors de la salle des scellés et dans le couloir, le soleil avait commencé à descendre derrière le toit du palais de justice. L'air extérieur avait cette étrange lourdeur du début de soirée à bâton rouge, l'humidité suspendue en l'air comme une pensée inexprimée. Garcia s'est penché et a murmuré, il dépose des accusations formelles dans l'heure. J'ai hoché la tête, ne sachant pas comment répondre. Le mot « soulagé » ne convenait pas. Rien dans tout cela ne semblait propre ou victorieux. 3 semaines se sont écoulées entre ce moment et le tribunal. 3 semaines remplies d'entretiens, de dépositions, d'assignations à comparaître, et de silence de la part de personnes qui louaient autrefois l'ambition et le charisme de Sable. Soudain, il ne se souvenait plus de ce qu'elle avait dit à la collecte de fonds de l'église ou avec qui elle avait posé au barbecue du quartier. L'amnésie sélective est une chose puissante dans les petites villes, mais tout le monde n'est pas resté silencieux. C'est l'agent Daniels, l'un des premiers intervenants lors de l'inondation, qui a allumé la dernière allumette. Nous sommes formés pour repérer les schémas, a-t-il dit à la barre, la voix stable. Et elle ne ressemblait pas à une fille prise dans une inondation. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait été laissé dans une cellule. J'étais assise au dernier rang avec le Nord à côté de moi, les doigts étroitement entrelacés sur mes genoux. Noah était assis de mon autre côté, les genoux rebondissants. Il n'avait pas dit un mot de toute la matinée. Daniels a continué. J'ai vu de la négligence. J'ai vu de la panique. Ce n'était ni l'un ni l'autre. Le juge lui a demandé de clarifier,
et il l'a fait. Clairement, simplement, c'était prémédité. Ce rapport a été ce qui a ouvert l'affaire suffisamment pour que le jury cesse de plisser les yeux et commence à voir. Puis sont venues les preuves. Ils ont commencé avec l'enregistrement de la caméra corporelle, la voix faible et haletante. Ma sœur veut ma mort. Suivi par la réponse calme du pompier. On arrive, Elisa. Tenez bon. Puis ils sont passés aux entrées du journal. Des pages tachées, des mots maculés, mais toujours lisibles. Mes mots, mon écriture. Elle monte un dossier contre moi, et personne ne l'arrête. Puis sont venus les courriels. Le procureur Sharp, une femme avec de la glace dans la voix et de l'acier dans le dos, a brandi une chaîne imprimée. Dans ce message, a-t-elle dit en s'adressant au jury, Sable Dorian écrit à une amie, elle va finir par glisser. J'ai juste besoin de m'assurer que personne ne remettra en question le récit quand ça arrivera. Elle a laissé cela en suspens dans l'air un instant de plus que nécessaire. Ensuite, il y a eu les images de la caméra, le joyau de la couronne, celui que personne ne pouvait expliquer. L'avocat de Sable a essayé. Ils ont dit qu'elle vérifiait les dégâts des eaux, sécurisait la maison, faisait sa diligence raisonnable, que le cri capté dans l'audio aurait pu venir d'un voisin, que la serrure avait été mal comprise. Sharp n'a pas bronché. Ce n'était pas un accident, a-t-elle dit lors des plaidoiries finales. Ce n'était pas une erreur. C'était une exécution retardée par la pluie. La salle d'audience était si silencieuse que je pouvais entendre quelqu'un bouger sur son siège 2 rangs derrière. Quand le jury est parti délibérer, Lenore a enfin expiré à côté de moi. Je n'avais même pas réalisé qu'elle retenait son souffle. Il leur a fallu 4 heures. Quand ils sont revenus, leur visage était tendu. Certains évitaient de regarder vers la table de la défense. D'autres ne prenaient pas la peine. Le président du jury s'est levé et a lu le verdict. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Le juge a ajusté ses lunettes avant de parler. On vous a fait confiance pour protéger, a-t-il dit en fixant Sable. Vous avez choisi de punir. Ce tribunal vous déclare coupable de tentative de meurtre, de mise en danger criminelle et de fraude criminelle. Vous êtes par la présente condamné à 30 ans de détention d'état sans possibilité de libération conditionnelle. Sable n'a pas réagi. Pas au début. Pas de halètement, pas de larmes. Elle a juste fixé le vide. J'avais déjà vu ce regard quand nous étions enfants et que je l'avais surprise en train de voler la bague de mariage de maman dans la boîte à bijoux. Elle m'avait regardé comme ça alors, aussi. Vide, pas défiante, pas honteuse, juste absente. C'était la dernière fois que je l'ai vue. Elle a été escortée hors de la salle d'audience menottée, les poignets bas sur les côtés, les pas lents et résignés. Dehors, les journalistes attendaient. Ils ont envahi la sortie, les appareils photo crépitant comme si c'était un événement sur tapis rouge. Au moment où je suis sorti avec Lenore, des microphones ont été poussés vers moi. Mademoiselle Quin, voudriez-vous dire quelque chose? Pensez-vous que justice a été rendue? Que diriez-vous aux autres jeunes femmes dans votre situation? J'ai fait une pause d'1 seconde. Les mots sont venus facilement même si je ne les avais pas répétés. Elle a essayé de m'enfermer, ai-je dit, mais l'eau est montée plus vite que ses mensonges. Puis j'ai continué à marcher. Ce soir-là, je me suis assise sur le canapé de Lenore, enveloppée dans une couverture qui ne sentait ni le moisi ni l'huile de lavande. Elle a fait du thé, quelque chose à base de plantes, rien de spécial, et s'est assise en face de moi. Pas de mots, juste de la compagnie. Noah est venu plus tard, apportant une carte qu'il avait faite à l'école. Il y avait un dessin d'une inondation au crayon avec des bonshommes allumettes et une bulle de dialogue qui disait « Je suis content que tu ailles bien ». Je l'ai accroché sur le frigo. Le verdict du tribunal n'a pas réparé les dégâts. Il n'a pas réparé les années de manipulation ni ne m'a rendu les anniversaires que j'ai passés à me demander si j'étais folle, mais il m'a donné de l'espace pour respirer. Et c'était plus que ce que je pensais obtenir. Le printemps est arrivé tôt cette année-là. L'air de Bâton Rouge s'est adouci en mars, et la lourdeur humide qui pesait autrefois dans ma poitrine chaque fois que je sortais avait commencé à se dissiper. Cela faisait 1 an depuis l'inondation, 1 an depuis la serrure, 1 an depuis que la vérité avait éclaté et refusait d'être de nouveau enterrée. La maison où je vivais maintenant n'était pas grande. Elle n'avait pas de sol poli ni d'appareils électroménagers assortis. Les murs étaient inégaux par endroits, et la porte de la salle de bain des invités coinçait chaque fois qu'il pleuvait. Mais elle était sûre. Elle était à moi.
Je vivais avec tante Lenore à la périphérie de la ville, assez près pour entendre l'autoroute, mais assez loin pour pouvoir dormir toute la nuit sans que les phares ne dansent au plafond. Ma chambre avait 2 fenêtres qui restaient ouvertes la plupart des jours, et une serrure à l'intérieur que j'avais installée moi-même. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je l'avais choisi. Cette pièce est devenue quelque chose que je n'aurais jamais cru avoir à nouveau, un endroit où personne n'essayait de réécrire qui j'étais. La plupart des matins, je me réveillais à l'odeur du café et de Lenore fredonnant un vieil air de la Motown en préparant son thé. Elle ne rôdait jamais, ne posait jamais trop de questions, elle existait simplement, stable et chaleureuse, comme un fil de terre dont je ne savais pas que j'avais besoin. Ce matin-là, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, j'ai décidé qu'il était temps de finir de trier la dernière boîte de l'ancienne maison, celle étiquetée « Affaire d'Elisa », griffonnée au marqueur sur le côté. Elle était restée intacte dans le coin de mon placard pendant des mois. Je l'avais déplacée 2 fois, une fois lorsque j'ai réorganisé ma bibliothèque, et une autre fois lorsque j'avais besoin de place pour les manteaux d'hiver. Mais je ne l'avais pas ouverte. Pas jusqu'à maintenant. Je l'ai tirée sur le sol, expirant en coupant le vieux ruban d'emballage. Les rabats en carton ont cédé facilement. Au-dessus, il y avait des cartes d'anniversaire, la moitié encore dans leurs enveloppes, signées de l'écriture en boucle de maman. Je t'aime toujours, même quand tu es difficile. L'une avait encore un billet de 5 $ glissé à l'intérieur. En dessous se trouvaient des récompenses scolaires, plus grande amélioration, assiduité parfaite, effort exceptionnel. Aucune d'entre elles n'avait jamais été accrochée au mur. J'ai souri ironiquement, en époussetant les coins. Puis je l'ai trouvée. Une enveloppe simple et froissée. Pas de timbre, pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit au crayon d'une manière inégale. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur se trouvait une seule feuille pliée, délavée par le temps. Si je disparais, s'il te plaît, cherche-moi. Je ne te quitterai pas. Je te le promets. Je l'ai regardée pendant longtemps. Je me souvenais l'avoir écrite, peut-être à 7 ans, cachée sous la table de la salle à manger pendant que Sable criait après maman pour ne pas avoir acheté le bon yaourt. Je m'étais senti invisible même alors, comme si ma voix était trop douce pour cette maison. J'ai glissé la note dans mon journal à côté de la page que j'avais copiée de celle qu'ils avaient trouvée dans le sous-sol. D'une manière ou d'une autre, ces 2 bouts de papier portaient tout l'arc de ma vie, qui j'étais et qui je refusais d'être désormais. Plus tard dans la journée, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et un bol de restes de gumbo. Je n'avais pas prévu de faire des recherches, mais la curiosité s'est glissée en moi pendant que je parcourais les nouvelles locales. Je l'ai trouvé par accident. Un article immobilier sur les récentes saisies dans la région. La maison Quin était mise en vente, vide, abandonnée, l'herbe poussant trop au devant. Des avertissements de moisissure affichés sur la porte. Il y avait une photo du salon. Elle avait clairement été prise comme preuve. Derrière le manteau de cheminée fissuré se trouvait un portrait de famille. Maman, Sable et Noah. Je n'y étais pas. Pas coupée, juste jamais incluse. L'horodatage indiquait qu'elle avait été prise il y a 3 ans. Je ne me sentais pas en colère. Je ne me sentais pas triste. J'ai juste fermé l'onglet. Ce soir-là, je me suis tenu devant une salle pleine de chaises pliantes et de femmes qui ressemblaient exactement à ce que j'avais été. Fatigué, acculé et désespéré d'entendre une histoire qui ne se terminait pas par une défaite. C'était la première fois que je parlais à un groupe de soutien pour les traumatismes organisé par le refuge pour femmes locales et hébergé à la bibliothèque communautaire. Il n'y avait pas de caméra, pas de journalistes, juste des gens. J'ai commencé simplement. Je m'appelle Elisa Quin, ai-je dit, tenant le microphone lâchement. Et il y a 1 an, j'ai failli me noyer dans une maison où j'étais censé me sentir en sécurité. La salle a retenu son souffle. J'ai été enfermé dans un sous-sol pendant une inondation, ai-je continué. Ils ont appelé ça un accident. Elle a appelé ça un malentendu. Mais je savais mieux. Je n'ai pas énuméré chaque moment. Je n'en avais pas besoin. J'ai passé des années à m'entendre dire que j'étais trop sensible, trop théâtral, trop instable. Mais la vérité, j'ai laissé le silence s'installer un moment de plus. La vérité a une façon de remonter à la surface, peu importe à quelle profondeur quelqu'un essaie de l'enterrer. Une femme au fond a hoché la tête lentement. Une autre a attrapé un mouchoir. Je pensais que survivre signifiait rester silencieuse, ai-je dit. Mais maintenant, je sais que cela signifie parler quand c'est le plus difficile.
J'ai terminé avec la phrase que j'avais écrite et réécrite dans mon journal pendant des semaines. Ils ont essayé de me piéger dans le silence, mais j'ai transformé ce silence en une voix. Après, quelques femmes sont venues me remercier. L'une m'a serré dans ses bras et a murmuré, « Je ne savais pas que quelqu'un d'autre écrivait des lettres comme ça. » Sur le chemin du retour, le Nord n'a pas dit grand-chose. Elle a juste baissé le volume de la radio et m'a tendu une bouteille d'eau. « Tu t'en es bien sortie, gamine ?» a-t-elle finalement dit à un feu rouge. J'ai souri. Je n'ai pas eu peur. Tu n'avais pas l'air d'avoir peur. De retour à la maison, je me suis blotti dans mon lit avec mon journal sur mes genoux. Le même journal qui contenait autrefois ma peur contenait maintenant ma liberté. J'ai tourné à la dernière page, j'ai appuyé le stylo contre le papier et j'ai murmuré à personne d'autre qu'à moi-même. Certaines blessures restent, mais moi aussi. Parfois, les personnes que nous craignons le plus ne sont pas des étrangers. Ce sont celles qui partagent notre nom de famille. L'histoire d'Elisa nous rappelle que la guérison ne vient pas toujours de la justice rendue au tribunal, mais de la reconquête de sa propre voix après des années de silence. Combien d'autres sont encore piégés dans des histoires écrites par quelqu'un d'autre? Si cette histoire a résonné en vous ou vous a fait penser à quelqu'un, vous n'êtes pas seul. Que feriez-vous si la personne en qui vous aviez le plus confiance s'avérait être celle qui essaie de vous effacer? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires puissantes inspirées de faits réels comme celle-ci.